Bonjour à tous, bonjour à tous les Wissiders. Merci à tous d'être venus ce soir en live pour découvrir le projet Kiwi Mobility. Donc ce soir, on est en compagnie de Tiffaine, que je laisserai se présenter tout à l'heure, mais qui est CEO de Metacar et donc du projet Kiwi Mobility. À côté d'elle, on a Valérie, qui est le directeur des opérations. Et vous voyez également Xavier Leblanc, juste ici, qui est directeur de la R&D. Donc je vais les laisser se présenter, puis nous partager le projet Kiwi, nous le présenter. Et puis j'en profite pour rappeler à tout le monde que le but d'un live, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me chargerai de les répéter et de les poser à Tiffaine et à son équipe. Voilà, Tiffaine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Thibaut pour cette introduction. Donc, merci à tous de vous être connectés pour ce live sur le projet Kiwi Mobility. Donc, on a aussi Ouria qui est avec nous en salle de réunion ici, qui fait partie de l'équipe. On va faire un bref tour de table parce que l'idée, c'est plutôt de laisser la voix aux questions. Donc, on s'est dit, voilà, un petit tour de table pour vous présenter qui on est et un peu notre parcours dans ce projet. Une quinzaine de minutes pour vous présenter le projet. Et puis derrière, bien évidemment, une discussion libre, hein, l'objectif étant vraiment de répondre à vos questions. Donc, pour ma part, Tiffaine, j'ai plutôt un profil école de commerce, partenariat stratégique. Je suis impliquée sur ce projet de mobilité depuis ses prémices, puisque j'ai travaillé donc au projet de R&D assez large, à aligner finalement toutes les parties prenantes autour du projet et à faire financer ce projet dans une première étape par l'Europe, donc un projet de 8 millions d'euros, qui nous a permis d'accomplir toute la phase de R&D et d'aboutir à des protos. Et ce projet européen, donc la première initiation de ce projet, était sous la coordination du CEA et donc de Valérie. Et donc, je laisse Valérie se présenter sur ce sujet. Oui, bonjour Valérie. Alors moi, je suis ingénieur de l'école centrale. J'ai travaillé 14 ans dans le domaine du transport public et puis 11 ans dans le domaine de la conception de véhicules électriques. Et je suis l'initiateur du concept que j'ai initié par un projet européen que l'on a pu mener entre 2015 et 2020. Xavier, tu prends le relais? Oui, Xavier. Moi, je suis également ingénieur de formation de l'École centrale de Lyon. Je suis impliqué sur le projet depuis au moins 2015 au travers de ce projet initial. Aujourd'hui, directeur de la R&D et en charge de tout le développement technique du véhicule et de l'infrastructure qui va autour. Voilà, donc juste pour vous donner la big picture, donc le projet Kiwi, c'est une dizaine d'années de projet. La startup Metacar a été créée en 2020. Nous sommes 4 cofondateurs. Donc vous avez ici Valérie, Xavier et moi-même. Il y a également Jérôme sur les aspects plutôt industrialisation. Et puis pour compléter ce tour de table ce soir, on a aussi Ouria qui est avec nous. Ouria, je vais peut-être te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Ouria Madani, donc j'ai rejoint Metacar Mobility Systems depuis septembre 2024, donc sur les aspects liés à la communication, à la relation client et au marketing. Voilà, donc on se propose de vous partager quelques slides que vous connaissez peut-être, puisque c'est celles que nous avons partagées sur la plateforme OCID. On se propose de vous partager quelques slides pour remettre un peu de contexte et pour vous expliquer ce qu'est Kiwi, pourquoi on en est là aujourd'hui et ce qu'on souhaite faire. Et puis, vous laisser ensuite poser vos questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Super. Donc, le projet Kiwi Mobility, c'est le projet d'une petite voiture électrique et qui a cette particularité de s'emboîter. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est vraiment de structurer la chaîne de valeur en France. Donc, on est sur une petite voiture qui travaille à la transition énergétique et qui travaille à la résilience sur nos territoires. Donc, on développe finalement la Kiwi principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le constat de départ, finalement, le pourquoi de ce projet, c'était de se dire, en fait, le problème du transport partagé, c'est qu'on a rarement la solution dont on a besoin au bon moment et au bon endroit. On l'a vu avec la solution Autolib, donc l'autopartage qui était déployée sur la ville de Paris. Soit la station était complètement saturée, soit la station était vide. Et puis surtout, on était très contraints. C'est-à-dire que la plupart des solutions d'autopartage, 80% des services d'autopartage sont des systèmes en boucle. Donc vous prenez un véhicule et vous devez le ramener là où vous l'avez emprunté.
Donc, on a côté usager une faible qualité de service. Je n'ai pas le bon véhicule au bon moment, au bon endroit et en plus, je suis contraint dans mon usage. Et côté opération, on a une faible rentabilité de la solution puisqu'à partir du moment où vos voitures sont soit satellisées en périphérie, soit complètement saturées en centre-ville, de fait, votre capital ne tourne pas. Et si votre capital ne tourne pas, vous ne rentabilisez pas votre système d'autopartage. On a observé l'existant et on s'est rendu compte que les solutions partagées qui fonctionnaient et qui aujourd'hui sont déployées sur les territoires sont par exemple les solutions de trottinette ou de vélo, avec cette capacité à redistribuer de manière groupée et optimiser les flottes de véhicules. Et on a aussi observé l'existant en se disant, finalement, est-ce que c'est pas ce qui se passe sur le parking d'un supermarché où on a un opérateur qui emboîte des caddies de supermarché et qui est en capacité de redistribuer tous ces caddies là où ils sont nécessaires. Donc là, on améliore la qualité de service avec un véhicule au bon endroit au bon moment et surtout, on améliore le volet opération et la rentabilité de la solution avec une meilleure rentabilité du capital, une meilleure rotation du capital. Et donc, sur la base de ce constat, on a développé Kiwi, des petites plateformes roulantes. Donc, ça correspond à des petites voitures qui sont 100% électriques. Elles sont modulaires, c'est-à-dire qu'on peut moduler l'intérieur de la voiture de manière à transporter un enfant. On a un réhausseur intégré, de manière à transporter des courses. Donc, on répond à tous les usages du quotidien. Et comme je le disais, elles s'emboîtent, comme des caddies de supermarché. Et donc là, on rentabilise à la fois l'infrastructure, puisque ça permet d'avoir qu'un seul point de charge pour recharger 10 véhicules en station. Et ça permet de n'avoir qu'un seul conducteur qui va redistribuer jusqu'à 10 véhicules pour finalement rééquilibrer la flotte sur le territoire là où on en a besoin. Donc, c'est ce qu'on appelait l'autopartage finalement redistribué. Donc, on est sur une mobilité décarbonée, on est sur un petit véhicule 100% électrique et on mutualise à la fois les coûts d'infrastructure, les coûts de recharge et puis l'emprise au sol. On pensait, peut-être que vous l'avez vu, on a une petite vidéo qui explique assez bien le concept. Valérie, je peux peut-être te laisser la commenter. Sur justement cette notion d'usage et de frugalité du véhicule pour répondre à la mobilité du quotidien. Oui, alors là, on est sur un usage complémentaire au transport public, sur un déplacement domicile-travail qui va correspondre aux deux premiers déploiements que nous avons aujourd'hui structurés. Nous allons desservir 2 zones industrielles ou 2 zones d'activité. Donc, quelqu'un arrive en train et il a à sa disposition des petits véhicules qu'il peut prendre sans temps d'attente, donc efficacité maximum, pour faire son trajet directement jusqu'à son objectif. Donc, c'est un petit véhicule peu polluant. Il a toute la flexibilité d'un véhicule particulier. Il peut transporter des courses, il peut transporter un passager. Il est à l'abri des intempéries. Voilà, il peut aller à sa destination directement. Donc, l'idée sous-jacente, c'est quand même l'efficacité maximale en correspondance avec le transport public. Une fois qu'il a atteint sa destination, peut se garer soit librement, soit dans une station. S'il se gare dans une station, la charge est mutualisée. Donc là, c'est un point fort. Nous n'avons à fournir qu'un seul point de charge pour 10 véhicules. Voilà. Et ce qui est véritablement disruptif, donc véritablement le très gros point fort du système, c'est que les véhicules peuvent être conduits en groupe par un opérateur. Donc c'est un opérateur qui va être en lien avec un système d'aide à l'exploitation et son rôle va être de récupérer les véhicules là où ils sont inutilisés pour les ramener là où est la demande. Donc, typiquement, dans un cas domicile-travail, il peut réalimenter la gare, par exemple, où on a vu la personne venait de la gare. Et donc là, il vient réalimenter le parking suivant les instructions qu'il a reçues de son système d'exploitation. Donc ça fait un système qui, au global, est complètement orienté client parce que pas de temps d'attente, trajet direct et fiabilité parce qu'on a livré le véhicule là où le client en a besoin. Alors, je vous ai mis à l'écran ici une photo de nos prototypes fonctionnels. Donc, dans le cadre du premier projet, ce que j'évoquais en introduction, on a développé des premiers prototypes qu'on a challengés en environnement réel. Juste pour information, voici nos protos en conditions réelles, donc ici à la Confluence, où on a travaillé finalement l'acceptabilité de la solution avec les futurs usagers. Et vous avez ici cette vidéo qui vient démontrer la capacité d'emboîtement des véhicules, donc la manière dont, techniquement parlant, l'emboîtement se fait entre plusieurs voitures. Et puis voilà, ici, donc on a trois véhicules qui sont conduits en train, l'objectif étant d'aller jusqu'à 10, ce qui fait la longueur d'un bus articulé. Voilà, donc ça, c'était un peu pour vous expliquer le concept de Kiwi, de cet autopartage, donc de la mise à disposition d'un véhicule au bon endroit, au bon moment pour l'usager.
Et donc, vraiment, ce qui est à comprendre dans Kiwi, c'est que la vocation, elle a vraiment à être de la mobilité de proximité. C'est-à-dire qu'on a la trottinette, le vélo cargo. Et puis finalement, pour compléter ça, on a la petite Kiwi. Et donc, on vient vraiment mailler le territoire plus finement autour de hubs de mobilité. Donc là, vous avez l'exemple. On travaille pour 2026 à des expérimentations pilotes. L'une est sur une zone industrielle, par exemple. L'autre est sur une zone business park. Donc l'idée, c'est vraiment de venir mailler autour de hubs et notamment les gares. On travaille avec la SNCF pour venir mailler le territoire autour d'une gare. Cette slide ici, elle avait juste vocation à vous expliquer un peu l'impact de cette solution. L'impact, il est sociétal, il est déjà d'un point de vue environnement, c'est-à-dire que clairement, quand on propose de basculer sur une mobilité, sur un petit véhicule qui est 100% électrique, basé sur l'économie de la fonctionnalité et l'économie du partage, et quand on travaille sur la chaîne de valeur d'un véhicule fabriqué en France, on a clairement réduit drastiquement les émissions de CO2. Donc, on est de l'ordre de 84% de CO2 émis en moins sur le bilan carbone d'un Français. Alors, pourquoi il y a une petite différence entre la France et l'UE? Tout simplement parce que le mix énergétique n'est pas le même. Mais globalement, on réduit quand même drastiquement le premier pôle d'impact carbone chez monsieur, madame, tout le monde, qui est finalement la mobilité du quotidien. Et puis, il y a un deuxième aspect à avoir en considération, c'est qu'aujourd'hui, une solution comme Kiwi, qui vient mailler finement le dernier kilomètre, en complément d'autres modes, permet de s'affranchir de la voiture particulière. Et donc, du coup, le coût d'une voiture particulière, c'est entre 6 000 et 7 000 euros, selon une étude ADEME, par an. Et donc, quand vous venez finalement prendre un abonnement Kiwi et que vous ne payez que ce que vous consommez, c'est-à-dire votre trajet, vous réduisez drastiquement votre budget mobilité, et de l'ordre de 6 000 euros par an. Tiffaine, on a juste une question parmi les personnes qui nous regardent, et c'est lié à ce que tu es en train de partager, donc c'est pour ça que je me permets. Bien sûr. La question, c'est quel est le potentiel en milieu rural d'une solution comme Kiwi, et quel coût ça représenterait? Ouais. Je peux te l'apprendre. Vas-y, si tu veux. Oui, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on est au Salon des maires et qu'on rencontre beaucoup d'élus de zones rurales, et c'est un intérêt qui est fortement exprimé. En lien avec des gares qui desservent des territoires ruraux, mais pas que. Ça peut être des bourgs qui sont un peu les bourgs leaders de tout un territoire, qui pourraient offrir un petit système de mobilité partagée là où la masse critique n'est pas suffisante pour le transport public. Alors, c'est un sujet que nous n'avons pas étudié. Aujourd'hui, on a fait faire des études, des modélisations, des études de marché, surtout sur les zones périurbaines et rurales proches des gares. Mais il y a certainement un potentiel à aller explorer sur ces zones-là. Juste une petite précision complémentaire. Pour explorer ce potentiel, on a rejoint une initiative qui est soutenue par l'ADEME et qui s'appelle l'Extrême Défi, et qui vient justement travailler la mobilité dans le rural. Donc, on est au milieu d'autres constructeurs, de véhicules dits intermédiaires comme la petite Kiwi, mais il y en a d'autres. Nous, on a cette spécificité d'être un véhicule qu'on met à disposition en partage, contrairement à d'autres véhicules qui sont, en B2C, j'achète un véhicule intermédiaire. Donc, on travaille ce sujet de la ruralité on va dire, dans la communauté de l'Extrême Défi, en partenariat avec l'ADEME. Donc, pour compléter un peu ce que tu disais. Et dans le cadre d'un groupe de travail de la SNCF qui s'appelle Place des Mobilités, qui vise spécifiquement les zones rurales dont nous faisons partie. Donc, on a initié ces travaux. Je te laisse la parole peut-être sur la solution en elle-même. Voilà, alors nous, en tant qu'entreprise, nous concentrons sur la commercialisation de tout l'écosystème, c'est-à-dire de créer l'ensemble de l'écosystème pour que le système Kiwi soit opérable, et on s'appuie sur des partenaires là où on peut avoir des partenaires meilleurs que nous. Donc l'assemblage des véhicules est externalisé. Nous en assurons la conception parce que nous maîtrisons le projet grâce à une famille de 15 brevets. On en a même 4 autres en cours de dépôt. Mais les véhicules sont externalisés chez Gitect, l'assemblage, qui est une filiale de Toyota. Nous développons les outils et services digitaux. Nous les développons en open source parce que c'est une façon
d'agréger les collectivités à notre système parce que les collectivités vont pouvoir le modifier et le customiser à leurs besoins. Mais néanmoins, nous en restons le centre nerveux. Ce système d'aide à l'exploitation, c'est ce qu'on vous a montré dans la vidéo. On pourra aller un peu plus dans le détail. On gère tout l'aftermarket, hein, c'est-à-dire les pièces, la formation, les certifications du réseau de maintenance. Et puis, on va même offrir les assurances en collaboration avec Groupama. Et enfin, nous fournissons les infrastructures qui sont centrées sur ces points de charge mutualisés qu'on vous a présentés tout à l'heure. Voilà, alors nos 15 brevets sont quelque chose de fort. Ils traitent véritablement des sujets techniques qui sont pertinents dans ce concept. C'est-à-dire qu'on a réussi à protéger l'ensemble des architectures, aussi bien électriques que mécaniques, qui nous permettent de protéger ce concept. Donc, on a une pays vraiment très forte et étendue à l'international. Voilà, alors le marché de la mobilité périurbaine est absolument immense, hein. Aujourd'hui, en Europe, c'est 300 milliards d'euros. Si on se concentre sur les dépenses publiques, c'est-à-dire le transport public qu'on opère en zone périurbaine proche, c'est 10 milliards. Et de tout ce marché, nous avons l'ambition d'en capter 60 millions en 2032, donc ce qui est une ambition, somme toute, modeste, qui va se centrer sur les zones de pertinence, les zones les plus pérennes financièrement, les plus soutenables financièrement et les moins soumises à la dégradation, c'est-à-dire on va cibler les zones industrielles, les zones d'emploi pour commencer. Avec un contexte incitatif, je le précise, vous avez probablement tous constaté la mise en place des zones à faible émission sur les centres urbains. Et donc se pose la question de, OK, j'ai des parkings relais, j'ai des hubs de mobilité qui se mettent en place autour des grandes métropoles. L'idée, c'est d'aller plus loin et de s'intégrer pleinement dans ce bouquet de mobilité avec la mise en place de ces ZFE. Voilà, il y a eu la carotte et le bâton, il y a la ZFE et il y a le forfait mobilité que l'État a mis en place qui permet aux employeurs de cofinancer ces modes partagés et pas que le transport public. Donc on a la chance d'avoir un environnement favorable. Merci pour ces explications. On a une question qui nous est encore arrivée. Une question qui est vraie et enfin, se pose dans le cadre de la conduite de ces véhicules. Est-ce qu'il faut un permis pour utiliser la voiture ou est-ce que c'est un modèle sans permis qui peut s'utiliser comme ça? Ouais, justement, non, alors non, c'est un modèle, enfin oui, la réponse est oui, c'est un modèle sans permis. Alors ça reste quand même une petite voiture qui se conduit sur la route, hein, donc il faudra quand même l'équivalent du PSR, enfin, C'est le permis AM. le permis AM, voilà. C'est pour ça qu'on travaille avec un assureur, on travaille avec Groupama, parce qu'aujourd'hui, faire un véhicule sans permis, c'est pas tant le sujet. On est sur un quadricycle léger, limité à 45 km/h. L'homologation n'est pas tant un sujet sur le volet sans permis. Le sujet, il est plutôt sur l'assurance, c'est-à-dire le volet assurantiel, d'assurer un véhicule accessible sans permis sur des territoires périurbains en autopartage. Et donc, on a rejoint l'incubateur de Groupama pour travailler, pour dérisquer ce sujet assurantiel dès à présent, afin de pouvoir effectivement mettre une solution plus inclusive à disposition des usagers. L'idée, c'est vraiment de rendre accessibles certains bassins d'emploi. Et donc, par définition, il y a certaines catégories de personnes, par choix ou par contrainte économique, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas la voiture. Et donc, c'est d'apporter une solution plus inclusive sur les territoires. Notamment les jeunes, hein. Pour information, nous travaillons avec la zone industrielle de Meyzieux. 60% des alternants n'ont pas le permis et la zone s'étend sur plusieurs kilomètres de profondeur. Et on a, sur incitation des collectivités, on est allé sur du sans permis parce qu'un permis AM, ça coûte 300 €, un permis B, ça coûte 1 800 €. Voilà, donc c'est beaucoup moins accessible. Notre démarche, elle est vraiment, on se place au cœur d'un écosystème et on travaille avec toutes les parties prenantes et notamment les collectivités, vous l'aurez compris. Et donc la demande du sans permis est clairement une expression de la sphère publique, de dire en fait pour nous c'est un réel besoin que d'adresser cette cible. Et des employeurs aussi. Et des employeurs, ouais, tout à fait. Mais donc voilà, donc juste pour rappeler qu'effectivement, on a travaillé avec toutes les parties prenantes et on prend en considération toutes ces problématiques. La problématique de dire aussi, moi, je dois déposer mes enfants à l'école le matin, il me faut un réhausseur intégré dans le véhicule. OK, donc on travaille la modularité de l'intérieur du véhicule pour répondre à cet usage du quotidien qui est, je dois déposer un enfant à l'école, par exemple. Il y en a d'autres.
Pour revenir sur les aspects marchés, donc on est vraiment à la confluence de 3 marchés qui sont en très forte croissance. Le véhicule électrique, bon, ça, vous l'avez bien constaté. L'autopartage, c'est quand même un marché qui croît de 12% d'année en année. Donc là, vous avez les chiffres sur la mobilité partagée qui sont assez conséquents. Et là-dedans, il y a 5 milliards oui, d'euros sur le marché stricto sensu de l'autopartage. Et puis le marché du quadricycle. Aujourd'hui, c'est toute une filière qui se structure. On connaît historiquement parlant Exam, Ligier avec les petites voitures sans permis. Aujourd'hui, le quadricycle léger, on a l'ami Citroën qui est sorti récemment, Renault s'y est mis, donc les grands constructeurs s'y mettent, et il y a beaucoup de constructeurs qui émergent sur ces sujets. Notre élément de différenciation, il est vraiment sur la capacité d'emboîtement des véhicules. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un petit quadricycle électrique, on fait un petit quadricycle électrique qui s'emboîte pour permettre l'économie du partage derrière. On est sur un positionnement B2B, donc nous, on vend clé en main une solution de mobilité, donc c'est-à-dire à la fois la petite voiture, qui est le véhicule qui permet d'opérer cette solution, mais surtout le soft, avec notamment le rééquilibrage de la flotte et tous les services associés. Donc ça a été dit par Valérie, c'est tout ce qui est la maintenance des véhicules, la formation pour l'usage des véhicules, etc. Avec vocation à développer notre offre à terme sur, on ne vend finalement que la plateforme en marque blanche, et donc libre à un carrossier en Allemagne de carrosser différemment la petite Kiwi parce que les usages sont différents en Allemagne ou à Barcelone avec un cabriolet. Et à terme, d'aller sur un modèle économique où finalement on n'exploite que la licence. Et à disposition la licence des petites Kiwi et toute la data collectée sur l'opération du système pour être le plus pertinent possible sur différents cas d'usage. Et nos clients, donc comme je le disais, on est sur du B2B avec une offre clé en main. On s'adresse directement à des opérateurs de mobilité. Donc, c'est un SNCF, Keolis, Transdev, Cities. Et on s'adresse à leurs donneurs d'ordre. Donc, soit les collectivités, soit les exploitants de business parks, par exemple, de sites privés ou de sites touristiques. Et donc, par exemple, aujourd'hui, dans cette dynamique commerciale, on est présent au Salon des maires et on expose au Salon des maires pour sensibiliser tous ces donneurs d'ordre à ces nouvelles mobilités. Et puis, de manière indirecte, on s'adresse aussi à des carrossiers, à des constructeurs. Je peux peut-être te laisser préciser. Oui, alors ça, c'est surtout une démarche qui sera pertinente pour l'export, parce que certains marchés, comme le marché français d'ailleurs, sont très sensibles à la fabrication nationale, parce que nous sommes sur des marchés liés aux collectivités. Donc, on permettra à des acteurs espagnols, anglais, allemands, de carrosser les véhicules sur la base de nos châssis et de les vendre sur leur marque propre. On garde vraiment en propre la capacité d'emboîtement. C'est là où est toute la propriété intellectuelle, c'est là où est tout l'élément différenciateur de la solution. Par contre, le reste, on le laisse ouvert. Et donc voilà, avec une perspective d'aller sur le marché, d'abord français et européen dès 2026, et puis ensuite extra-Europe. On est sur, donc on va commencer à commercialiser officiellement, enfin je veux dire de manière structurer la solution à partir de 2027, ce qui nous permet d'atteindre un premier seuil de rentabilité en 2028 avec 14 millions de chiffre d'affaires et puis une perspective de l'ordre de 60 millions de chiffre d'affaires à horizon petite dizaine d'années. C'est principalement de la vente de véhicules. Et puis progressivement, on bascule vers de l'exploitation de licences et du revenu récurrent avec les services et tout le software associé. La stratégie commerciale, on pourra la détailler si vous le souhaitez, mais grosso modo, on est sur une stratégie grand compte. Nous, on s'adresse à des grands opérateurs de mobilité. On en a déjà targeté 3. On a des expérimentations pilotes qui sont en cours de déploiement à horizon 2026. On travaille sur le territoire du Grand Lyon, sur une zone industrielle qui est Meyzieux. On travaille avec le Genevois français pour le passage frontière des 150 000 Français qui vont travailler à Genève tous les jours. Et ça, c'est des développements en conditions réelles à horizon 2026. Et sur la base de ces déploiements, le troisième déploiement, excusez-moi, c'est une zone purement privée. C'est avec un acteur du retail. C'est la foncière Citrus du groupe Auchan et toute la galaxie associée. Donc, c'est vraiment la mobilité de proximité sur une zone de galerie marchande périurbaine. Et sur la base de ces 3 expérimentations pilotes, l'idée, c'est d'aller vraiment challenger des modèles économiques d'exploitation différents, avec des clients différents, et puis derrière, de passer en phase de scale-up sur ces trois axes, et bien évidemment, de développer à plus grande échelle. Donc la montée en puissance, elle est vraiment 2027 et les années qui suivent. Où on en est sur cette traction commerciale, aujourd'hui, on se rend bien compte. Donc, on a de l'appel entrant, c'est-à-dire qu'on a des collectivités où on a des exploitants qui nous disent en fait, quand est-ce que vous livrez vos véhicules? J'aimerais bien les voir en circulation. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On en est au stade où aujourd'hui, dans notre trajectoire, on passe en homologation début 2025 pour mettre à la route fin 2025 et 2026. Donc, on en est au stade de pre-sales, de précommande en discussion, notamment avec la SNCF. Là, c'est 5 véhicules prototypes autour d'une gare
dans un bouquet de mobilité en proximité immédiate de gare. Et puis derrière, on discute avec l'ADEME Investissement et la Banque des Territoires sur comment je finance en fait mon investissement, c'est-à-dire ma flotte en exploitation. Et ce, avec les 3 déploiements pilotes que je vous citais, Grand Lyon, Genevois Français et Galerie Marchande avec Auchan. On travaille évidemment avec des opérateurs, ce sont nos clients, hein. Donc Cities, le leader de l'autopartage, et SNCF, je vous l'ai cité, également Transdev. Très brièvement, c'est notre trajectoire, on l'a cité en introduction, on vient de l'environnement R&D, on vient du CEA, Commissariat aux énergies atomiques et alternatives. C'était un premier projet qui a été financé par l'Europe, c'était 8 millions d'euros qui nous ont permis de développer la solution, de la protéger, de travailler le marché, de travailler les différentes parties prenantes. 2021-2023, les 2 dernières années, on a beaucoup travaillé une nouvelle sphère de partenaires, c'est-à-dire on sort du giron R&D pour rentrer dans de la pré-commercialisation, de la pré-industrialisation. Donc, on travaille avec Gitect, qui est une filiale de Toyota, pour industrialiser nos véhicules au sud de Lyon en France. On travaille avec Cities, qui est le leader de l'autopartage, pour opérer le système sur un territoire avec une connaissance très locale des comportements de mobilité sur un territoire. Et tout ça, on travaille avec un cofinancement de la BPI qui nous accompagne à hauteur de 5 millions d'aides publiques sur le projet, sur un projet plus global de 10 millions d'euros. Donc, on a un très bel effet de levier sur du financement public. 2024, on a rentré au capital, donc on a effectué une première levée de fonds cet été. OP Mobility, donc anciennement Plastic Omnium, un équipementier automobile de rang 1 est entré au capital. Un business angel sur le volet IT également. On a adossé des obligations convertibles de la BPI qui s'appelle French Tech. Donc, on a vraiment structuré notre capital, notre table de capitalisation autour des acteurs de notre chaîne de valeur. Aujourd'hui, on s'adresse à WeSeed parce qu'on voudrait compléter avec l'usager, le futur utilisateur, donc avec cette compétence. Je vous l'ai dit, on a rejoint Groupama parce qu'on essaye de dérisquer tous les aspects du projet, notamment le volet assurantiel. Et notre trajectoire, c'est 2025, on homologue la Kiwi, c'est-à-dire la petite voiture en configuration isolée, et 2026, on la met à la route en conditions réelles sur les exploitations pilotes dont je vous parlais. Et je vais m'arrêter là pour la présentation. C'était un peu pour vous expliquer finalement où est-ce qu'on allait avec cette levée de fonds WeSeed. Donc, on structure notre capital et on structure donc, notre gouvernance avec les différentes parties prenantes et notamment l'usager. À cette levée de fonds WeSeed, on vient également adosser d'autres fonds et notamment le fonds CCI Capital Croissance qui participe à hauteur de 80 000 euros. Donc là, vous l'avez compris, la CCI, c'est vraiment je propose des solutions de mobilité pour accompagner le développement économique de mon territoire. On a également des discussions en cours avec un autre acteur de la mobilité, un bureau d'études sur les sujets hardware véhicules qui s'appelle donc Segula. Et cette levée de fonds nous permet de financer le développement du produit, la petite voiture, le développement du produit software, comment on l'opère, parce qu'encore une fois, la voiture n'est qu'un moyen de se déplacer sur un territoire, donc c'est la solution dans sa globalité qu'il faut avoir en tête. Et puis après, vous avez tous les frais qui sont liés, typiquement les frais de participation à des salons comme le Salon des maires, tout ce qui touche au marketing, et les coûts d'opération de nos démonstrations. Voilà. Il faut noter qu'on a des aides publiques donc de la BPI. Nous sommes lauréats d'un projet du comité de recherche automobile et nous sommes lauréats d'aide de la région Aura ainsi que de l'ADEME, ce qui fait que pour chaque euro investi, on a un levier d'un facteur 4. Chaque euro investi nous amène 4 euros injectés dans le projet, notamment par le fait que la BPI nous recopie déjà pour chaque euro investi 1 euro d'aide. Voilà, c'est un peu tout le contexte de ce projet, tout ce qu'on voulait vous dire dans les grandes lignes. Vous imaginez que réduire 10 ans de projet en 20 minutes, c'est un exercice un peu complexe pour nous. Mais voilà, on voulait vous donner les grandes lignes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que vous nous posiez les questions qui vous taraudent. Déjà, merci beaucoup Tiffaine et Valérie. La présentation était très claire. Effectivement, ça permet d'avoir un bon point de vue de l'avancée de la société aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, c'est maintenant pour un échange un peu plus informel. Voilà, l'équipe dirigeante est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, que ce soit sur le produit, sur la stratégie, sur tout ce que vous voulez. On a une question de Océane qui nous demande, d'un point de vue marché, est-ce que vous avez pensé aux aéroports pour remplacer les fameuses navettes parking terminaux ou voilà, ces gros parkings d'aéroports Tout à fait, oui. Alors, on échange aujourd'hui avec Vinci Aéroport, notamment autour de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Donc là aussi, on joue à la maison.
il y a un intérêt que voit Vinci Aéroport sur l'accès au parking distant, avec un premier focus qui est l'accès aux loueurs de véhicules, qui, dans le cas de Lyon Aéroport, sont assez éloignés. Et donc, les locataires de ceux qui ont loué une voiture sont obligés de commencer leur parcours client par attendre une navette et prendre une navette qui ne passe que toutes les 20 minutes. Or, souvent, il y a des gens en voyage d'affaires qui ont loué une voiture parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas pris l'avion pour aller doucement et ils ont une assez grande perte de temps pour rejoindre leur voiture de location. Donc, eux seraient intéressés, dès lors que notre système est disponible, à avoir une offre premium, en fait. Si vous avez pris une offre de location premium, vous arrivez, vous prenez une voiture et en 2 minutes, vous êtes à votre parking de location au lieu d'y être en une demi-heure comme d'habitude. Donc ça, c'est premium pour les locations de voitures. Pour l'accès au parking distant, pour les usagers courants, on va dire, le modèle aurait certainement du sens pour les horaires de nuit, pour les charters, où là, on est souvent amené à attendre son bus une demi-heure ou voire plus sur son parking. Et donc ça, c'est quelque chose que on regardera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, Vinci a ciblé la desserte des loueurs de voitures. Très clair, je pense que ça répond bien à la question. On a une autre question, plus sur le volet, on va dire, climatique. Alors la question, c'était est-ce que vous connaissez les dividendes climat? Est-ce que vous êtes au fait de ce terme-là et du coup, est-ce que c'est quelque chose peut-être que vous avez, auquel vous avez pensé pour le projet Kiwi Mobility? Alors, sur le volet climatique, effectivement, on est au fait des dividendes climat. Donc, déjà, pour étayer ce sujet, on suit le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, personnellement, je suis ce parcours qui dure 1 an, où l'objectif, c'est vraiment de reprendre son modèle économique qui est plutôt basé sur une économie extractive et de le revoir à l'aune d'une économie régénérative. Il y a l'idéal et puis il y a la réalité du terrain. Donc, on adresse beaucoup de sujets sur ces thématiques environnement, mais pas que, climat, mais pas que. Il y a aussi tous les enjeux humains derrière et on y va progressivement. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même un des rares constructeurs qui intégrons des pièces de l'économie circulaire, c'est-à-dire que nous travaillons avec surplus recyclage et nous intégrons des pièces de seconde vie remanufacturées, hein, bien entendu, dans nos véhicules pour baisser le bilan carbone à la fabrication. Donc ça, c'est directement, ça correspond tout à fait à, je dirais, la route vers l'économie moins extractive. Voilà. Alors après, voilà des enseignements qu'on a tirés, en tout cas, de cette démarche. Super, très clair. Ça répond bien à la question. Moi, j'avais une question aussi. Donc, vous avez montré dans la présentation que le véhicule est en cours d'homologation pour, on va dire, une mise en service prévue 2026. Du coup, enfin, c'est quoi les différentes étapes que vous avez à franchir pour que ce véhicule puisse rouler en fait et être autorisé d'un point de vue de la réglementation et où vous en êtes dans ces étapes? Xavier, tu peux prendre la question, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, il y a 2 étapes bien distinctes dans l'homologation, qui sont l'homologation du véhicule seul, qui correspond à une catégorie de véhicules existantes, qui s'appelle le quadricycle léger, là où rentrent tous les véhicules type Ligier Exam. Donc là, le cadre réglementaire est très clair. Les étapes, c'est de dérouler les tests d'homologation avec un partenaire qui va être un organisme d'homologation mandaté par l'État. Le point suivant, c'est l'homologation du convoi. Là, on est en dehors de tout cadre réglementaire existant, puisque mettre plus qu'une remorque à l'arrière d'un véhicule, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été envisagé jusque-là. Et donc là, on travaille dans le cadre du projet CORAM avec l'UTAC, qui est le principal organisme homologateur français,
pour faire évoluer la réglementation, d'abord dans le cadre d'un contexte dérogatoire et potentiellement dans le cadre d'une nouvelle catégorie. Ok, C'est ce qui s'est passé avec les trains touristiques, par exemple. Les trains touristiques, aujourd'hui, font l'objet d'un texte de loi purement français. Et donc, nous, on est sur cette démarche-là, sachant qu'on sera quand même basé sur l'homologation d'un véhicule isolé suivant un code européen. oui, je comprends. Du coup, vous devez faire d'abord le véhicule isolé dans un premier temps et ensuite trouver une solution un peu plus qui sort on va dire des sentiers battus pour le convoi en entier, quoi. Tout à fait, avec une grande ouverture des pouvoirs publics sur le sujet, parce il y a déjà beaucoup de travaux faits sur le véhicule autonome. Nous, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus low-tech. Mais l'État a ouvert ses chakras, si j'ose dire, sur tout ce qui peut être différent des textes de réglementation d'aujourd'hui, parce qu'il faut trouver des alternatives. C'est très clair. Sûr. On a une question très intéressante de Céline qui demande combien ça coûterait aux utilisateurs finaux. Est-ce que ce serait un forfait mensuel, annuel pour utiliser une Kiwi? Et le commentaire qui va avec, c'est les trottinettes en autopartage à Paris, elles sont relativement chères en fait en coût d'utilisation par rapport enfin, voilà, à ce qu'on peut en faire et donc peut-être moins utilisées finalement par des personnes qui à la base n'ont pas accès à la mobilité de manière classique, puisque du coup ce point-là de prix est trop élevé. Ouais. Ça fait écho à plein de sujets, cette question, parce qu'il y a effectivement le fameux effet rebond, c'est-à-dire que mettre sur l'espace public des trottinettes pour finalement remplacer la marche à pied, c'était la fausse bonne idée, d'un point de vue ne serait-ce que de santé publique ou de sécurité routière. Finalement, c'est des coûts dont on ne se rend pas compte, mais la facture à la fin du mois, quand on utilise une trottinette, elle est finalement très élevée. Alors, donc ça soulève plein d'autres questions, et notamment sur l'acceptabilité. Sur le volet purement Kiwi mis à disposition sur un territoire, il y a plusieurs modèles d'exploitation. Et donc, j'ai envie de dire, la réponse dépend du modèle d'exploitation défini avec l'opérateur. Encore une fois, nous, on est en B2B, on fournit une solution. C'est comme si on était les vendeurs de trottinettes, mais on n'est pas Lime ou Dot qui les opère. Donc, nous, on n'interagit pas directement avec l'usager. Cela étant dit, on est sur une solution nouvelle, donc de fait, on interagit avec l'opérateur de mobilité pour construire le modèle le plus acceptable possible pour l'usager et pour la collectivité. Je rappelle la contrainte de solution inclusive, enfin contrainte, la volonté d'une solution inclusive. Donc, le modèle d'exploitation, il est travaillé avec l'opérateur. Ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on est allé à la rencontre des futurs usagers, grosso modo, on nous a dit, nous, notre willingness to pay, elle est sur un abonnement de l'ordre d'une trentaine d'euros par mois pour accéder au service, et elle est de l'ordre vu que je complète du transport public et que c'est le dernier maillon de mon trajet, je veux bien payer l'équivalent du prix d'un ticket de bus. Donc aujourd'hui, en fonction de la ville où vous allez, c'est entre 1,90 € et 2,50 €, quoi. Donc on est sur un fee mensuel parce que on est sur du domicile-travail au quotidien. C'est une solution fiable que j'utilise au quotidien en complémentarité du train ou autre. Donc je veux bien payer un abonnement mensuel et je veux bien payer mon trajet de l'ordre d'un ticket de bus. Cela étant dit, le modèle économique est plus complexe que ça. Je complète des transports en commun. C'est mon domicile-travail pour aller bosser. Je rentre dans le cadre de mon remboursement forfaitaire par mon employeur à hauteur de 50%. Je rentre peut-être dans le cadre aussi d'un forfait mobilité durable mis en place par mon employeur. Donc, il y a plusieurs sources de cofinancement. L'intégralité du prix n'est pas 100% à la charge de l'usager final. Il y a un cofinancement de son employeur, il y a un cofinancement de la collectivité si on est sur une interopérabilité avec du bus, du tram, par exemple. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors nous, on a fait des études avec la société CETEC, qui est donc un des grands de l'ingénierie des transports français, avec Egis et Sistra. CETEC, c'est le troisième. Et on a modélisé notamment toutes les zones industrielles du Grand Lyon. Donc, on a modélisé des certes de deux parties de la vallée de la chimie, Meyzieux, on a modélisé Vèze aussi. Sur toutes ces zones, la modélisation, elle se basait sur une approche où on considère que le système est pleinement développé et a atteint son potentiel. Et ce potentiel, on arrive à le déterminer parce que le potentiel final des gens qui vont l'utiliser, c'est les gens qui gagnent à la fois du temps et de l'argent, grosso modo. Et c'est une part modale assez significative, 5% des gens. Quand on a atteint ce potentiel, le coût du trajet est inférieur à 1 €. Dans la phase de croissance, il sera forcément plus élevé.
Maintenant, quand on a modélisé le Genevois français, le coût du trajet était à 1,75 €. Alors, 1 € le trajet, ça fait 40 € par mois. Si l'employé en prend la moitié, ça fait 20 € par mois. C'est très, très accessible. Dans une logique de synergie avec le transport public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le penser comme un loueur de trottinette, il faut penser ça comme quelque chose auquel vous avez accès avec votre carte d'abonnement de transport public. Voilà, donc ça peut aller sur des tarifs aussi bas que ça quand ça aura atteint son plein potentiel. Après, dans la phase de croissance, il va y avoir des tarifs qui seront forcément plus élevés. On sera peut-être de l'ordre de 2 €, 2,50 € du trajet, mais qui sont toujours dans le niveau d'acceptabilité des usagers. D'accord, ok. Très clair sur le modèle. Ce serait plutôt une sorte d'abonnement plus un coût au trajet et ce serait plutôt côté opérateur en fait. Enfin, vous construisez le modèle avec eux, mais c'est eux aussi potentiellement qui établiraient les prix en fait, je suppose, à terme sur le marché, quoi. Oui, tout à fait. Sachant que, élément additionnel, si vous prenez la zone de Meyzieu, par exemple, l'augmentation de fréquentation du transport public génère des recettes qui correspondent au coût d'exploitation de Kiwi. Donc, dans une logique intégrée à la métropole, ça pourrait être intégré à l'abonnement de transport public dans le même forfait une fois qu'on est à maturité. Tout dépend des territoires, mais les cas les plus favorables, ça peut ne générer aucune surfacturation. Ok, Et très, pour très revenir sur, intéressant. pardon, excusez-moi Thibaut, mais pour revenir sur ce sujet-là, on parle typiquement du Grand Lyon, et je vous parlais tout à l'heure de cet environnement incitatif plutôt favorable. Typiquement, le Grand Lyon est la première collectivité en France à avoir annoncé au 1er avril 2024 le service public d'autopartage. Donc ça vient compléter ce que tu dis, c'est-à-dire à partir du moment où je prononce un service public d'autopartage, que je le mets à disposition et qu'en plus ça renvoie du trafic sur mon tram, donc de la billettique, et que je suis en capacité d'équilibrer mon système, on est vraiment dans une offre interopérable de mobilité sur un territoire. Super. Très clair. On a une autre question. Désolé, hein, j'enchaîne un petit peu vite, mais je vois qu'on a pas mal de questions qui arrivent, donc ben, c'est intéressant. D'un point de vue produit aussi, question qui est posée par Annie. Est-ce que les temps de charge ne vont pas freiner l'activité de ces voitures? C'est sûr que dans le monde du véhicule électrique, c'est une question qu'on peut se poser. Du coup, voilà, comment vous avez imaginé cette partie? Alors, Ouais, il y a deux aspects. Pardon, Valérie, tu veux prendre? Non, vas-y. on est en train de se dire que tu étais la personne pertinente pour Oui. répondre. Alors, il y a deux aspects sur les temps de charge. Alors, d'abord, l'autonomie propre du véhicule, qui va être de l'ordre de la centaine de kilomètres en conditions réelles, entre 80 et 100 kilomètres. Pour un véhicule qui est dédié à des trajets de relativement courte distance, ça fait déjà un certain nombre de trajets. Et l'autre aspect, c'est la charge intelligente qui va être réalisée en station, puisque le véhicule, on sait que de par le concept, l'utilisateur prendra nécessairement le premier véhicule de la station. On va chercher à prioriser la charge sur ce véhicule, tout en étant relativement intelligent. Si le premier véhicule est à 80 et que le deuxième est à 5%, on va recharger en priorité le deuxième. Et donc voilà, il y a toute une intelligence dans la gestion de la recharge qui permet d'avoir une disponibilité des véhicules en tête de station maximale. Et le fait qu'on ait besoin d'un seul point de charge pour 10 véhicules permet de souvent remettre le véhicule à la prise, si j'ose dire, parce que le point de charge coûte très peu cher. Donc les véhicules vont souvent être mis en situation de diagnostiquer s'ils sont déchargés et de les recharger. Donc ça augmente la résilience du système. Très clair, merci beaucoup. Je pense que ça a répondu à la question. Si jamais, n'hésitez pas à la reposer. Une autre question donc, qui demande est-ce que le système de train et de convoi routier pourrait être utilisé comme une alternative au transport à la demande en venant directement fournir un véhicule en fait directement chez le demandeur, quoi? Oui, tout à fait. En fait, le système Kiwi est une alternative au système de transport à la demande, clairement. C'est une solution de dernier kilomètre parmi d'autres. On a évoqué la navette autonome et donc le transport à la demande en est une autre. Et
on envisage, c'est une discussion qu'on a eue avec les opérateurs de mobilité, on envisage un service premium. Donc jusqu'à présent, on évoque cette solution qui évolue sur un territoire avec des bornes. On identifie des bornes où on vient déposer des véhicules. Ça facilite le parking. C'est-à-dire que si vous êtes un véhicule en autopartage et que vous tournez des heures pour vous garer, vous perdez l'intérêt. Donc l'idée d'avoir des stations identifiées vous permet d'évacuer ce problème de parking. Et donc l'idée... Attendez, pardon, je m'y perds. Oui, et donc l'idée, pour faire le lien avec le transport à la demande et le convoi routier, non, pardon, je m'y perds. Alors, moi, Tu aurais pris la question différemment. Non, Vas-y. non, mais c'est pas... non, mais je suis ton raisonnement. En fait, l'idée, oui, c'est effectivement d'avoir un service premium avec Ah oui, voilà. deux activités liées au service premium. La première, c'est je me gare où je veux. Donc, ça demandera un peu plus de travail à l'opérateur pour récupérer les véhicules. Mais si moi, mon parcours le plus acceptable, c'est de me garer en bas de chez moi, ben, je me gare en bas de chez moi. Et la deuxième offre premium, c'est que je peux commander un véhicule en bas de chez moi. Donc, si j'ai besoin d'un véhicule en voie de chez moi, sur mon appli, je signale mon adresse et on vient de m'en laisser un. Donc, effectivement, c'est un service de transport complètement à la demande. Ce qui se fait d'ailleurs déjà aujourd'hui avec certaines solutions d'autopartage qui ne sont pas redistribuées. Et vous avez par exemple les Oengo sur la sphère lyonnaise. Je crois que c'est pour 10 ou pour 15 euros. Vous pouvez vous faire livrer un véhicule en bas de chez vous. Bon, c'est assimilé à ça, quoi. Donc on est effectivement sur du transport à la demande. Sauf que nous, le prix de revient de livraison ne sera pas de 15 euros, il sera infiniment plus faible parce que la logistique est totalement pensée dans le système. Très clair. Merci beaucoup. Autre question aussi. C'est vrai que la Kiwi ressemble un petit peu, en tout cas en look, vous l'avez cité tout à l'heure, à la Citroën Ami, par exemple, qui est apparemment pas mal utilisée par les lycéens. Donc c'est un cas d'usage, on va dire, des lycéens. Est-ce que vous envisagez pardon, la possibilité d'un usage proche de ce cas-là, par exemple, pour que en fait, les étudiants puissent aller en fait proche des écoles avec leur véhicule Ami, avec leur véhicule Kiwi, pardon. Oui, tout à fait. Pardon, avant de switcher sur cette question, je crois qu'il y avait un complément de question d'Annie par rapport à la réponse précédente. Qui vient laisser le véhicule? Est-ce qu'il vient comme un robot? L'idée, non, on n'est pas du tout sur de la conduite autonome. Par contre, le véhicule va être déposé par un opérateur, mais distribué via ce principe de train routier. Donc l'opérateur, dans sa tournée, va intégrer le passage à un point de livraison d'un véhicule, déposer le véhicule et continuer sa tournée. Ça a un impact en termes d'OPEX qui est complètement différent d'un opérateur qui vient faire un aller-retour sec et rentrer par je ne sais quel moyen pour livrer un véhicule. Donc c'est pour ça que Valérie expliquait qu'on était sur un coût de livraison du véhicule qui était bien inférieur. Voilà, alors sur le cas d'usage des lycéens, oui, c'est un cas d'usage très intéressant qui est très présent dans certaines villes étendues dans l'ouest parisien, mais aussi, par exemple, sur la Côte d'Azur, et qui crée des problèmes de stationnement à proximité des collèges et lycées. C'est-à-dire que, par exemple, je suis passé à hier récemment, il y a plus de 100 voitures sans permis garées comme elles peuvent en face du lycée. Et donc, dans la mesure où notre système redistribué libère le problème du stationnement, c'est-à-dire qu'une fois que la station est pleine, eh ben, simplement on vient la vider, l'opérateur il vient prendre les véhicules là où il y en a trop, il les amène où il y a besoin. Donc c'est un marché possible et tout à fait intéressant. On va y aller graduellement. Nous, on va apprendre des marchés parce que derrière, il y a il y a des questions d'assurance, d'âge. Les lycéens, ça veut dire 14 ans. Alors, on pourrait faire quelque chose à 16 ans qui serait déjà intéressant. On va commencer par les zones d'emploi parce que aussi, on a des communautés d'entrepreneurs qui participent finalement à gérer et à maintenir ce système. C'est-à-dire un employé qui va au travail, s'il dégrade un véhicule, ça se voit davantage que peut-être un lycéen. Donc, en tout cas, c'est un marché très intéressant sur lequel on ira très certainement, mais ça fait partie de notre courbe d'apprentissage. Mais c'est clairement un signal fort pour le véhicule sans permis. Oui, c'est les jeunes qui vont à l'école. En alternative, pour le coup, au vélo moteur, parce que c'est beaucoup plus sûr.
Tout à fait et potentiellement aux trottinettes électriques et cetera qui peuvent, voilà, être plus dangereuses aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de marchés, mais vous avez déjà dû vous poser les questions, mais qui seraient intéressants à viser. Maintenant, il s'agit de trouver les plus prometteurs en premier, donc c'est pour ça que vous testez aussi différentes, solutions pilotes. Ça. J'ai une question qui me vient, voilà, après je vais pas trop continuer, donc d'ailleurs, si vous avez des questions, vous qui nous regardez en live, n'hésitez pas à les poser maintenant. Hem Par rapport au vandalisme, alors je sais que c'est une question qui a été posée, notamment, pendant la collecte sur la fiche projet. Heu, on voit dans beaucoup de solutions d'autopartage effectivement de l'équipement qui peut être vandalisé, volé, déplacé, abîmé et cetera. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre réflexion du produit Kiwi? Et si oui, comment? Alors, tout à fait. La spécificité de notre véhicule par rapport à d'autres véhicules utilisés en autopartage, c'est justement qu'il est dédié à 100% à de l'autopartage. Si on prend l'exemple d'une Blue Car qui était utilisée sur le réseau Autolib, c'était un véhicule tout à fait conventionnel qui était d'ailleurs vendu comme un véhicule particulier également. Donc, il n'était pas spécifiquement adapté aux contraintes de l'autopartage. Ici, on produit un véhicule qui va être adapté spécifiquement aux contraintes de l'autopartage, par exemple avec des revêtements de sièges qui vont être type anti-vandalisme, ce qu'on trouve dans les bus urbains. Alors ça fait pas tout, mais ça minimise les risques et les impacts que ça peut avoir sur le véhicule. Sur la planche de bord, on va chercher à pas avoir de proéminence qui pourrait être cassée, de vide-poche qui pourrait être rempli d'objets abandonnés par des utilisateurs indélicats. Donc c'est toute une démarche de conception du véhicule qui est orientée vers ce cas d'usage bien précis qui est celui de l'autopartage. Et qui va dans le sens de la frugalité, hein, c'est-à-dire que il va y avoir plus de possibilités à dégrader Kiwi parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà, c'est vraiment minimaliste. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage. C'est véritablement fait pour y passer 5-10 minutes avec, je dirais, le minimum pour accomplir ce parcours. Et je rajoute un élément, c'est que oui, dans les modèles d'exploitation, il y a le facteur humain avec une ligne budgétaire qui est maintenance de mes véhicules, intégrée dans le budget d'exploitation de la flotte. Et donc c'est Aujourd'hui, pensé aussi du côté opération, quoi, en fait. Aujourd'hui, pour être clair, le budget de maintenance d'une voiture en autopartage, il est connu. On a travaillé notamment avec Cities, hein. Il est de 700 € par mois, par an. Par an. Donc, nous, on a budgété quasiment le double dans notre modèle. Voilà, pour être sur le point de départ, sachant qu'on a beaucoup moins de choses à dégrader que dans une voiture conventionnelle. Et que les Cities, c'est une voiture conventionnelle. Et qu'on n'est pas sur les mêmes usages. Encore une fois, quand on fait du domicile-travail, vous avez quand même tendance à prendre soin de l'outil qui vous emmène au travail tous les matins et peut-être un peu moins de soin de la voiture qui vous ramène de soirée un samedi soir. Donc, on n'est pas sur ces usages-là, vraiment. Ouais, c'est très clair. Bah, merci beaucoup pour avoir détaillé cette partie. Il y a une dernière question, que je vois de la part de, Anne-Cécile, qui dit, «Les collectivités territoriales vont chercher des rentrées d'argent et donc dans votre modèle, est-ce que la collectivité, peut vendre un service à l'utilisateur, final, du coup à l'usager et se rémunérer?» L'idée, à terme, c'est de construire des sociétés de projet avec les différentes parties prenantes pour avoir une répartition de la valeur entre les différentes parties prenantes, et notamment la collectivité donneur d'ordre. Donc demain, j'exploite sur une zone du Grand Lyon, c'est un exemple, hein. J'exploite sur une zone du Grand Lyon, je crée une société de projet où j'ai Metacar qui propose la solution, le constructeur, j'ai le Grand Lyon qui est le territoire sur lequel je suis déployé, j'ai l'opérateur qui va opérer la solution et potentiellement d'autres acteurs qui seraient intéressés. Donc oui, créer une société de projet d'exploitation avec Metacar dedans comme étant le produit exploité et donc des retours sur la valeur créée par l'exploitation pour les différentes parties prenantes et donc notamment pour le Grand Lyon. Ça, c'est dans l'hypothèse d'une solution qui génère du bénéfice et donc la répartition de la valeur entre les différentes parties prenantes qui mettent à disposition ce service sur un territoire. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, il y a des zones qui aujourd'hui, il y a une obligation de service public sur la desserte de certaines zones, et notamment
les bassins d'emploi en périurbain. Et donc, de fait, la collectivité déploie des bus, des navettes, du transport à la demande, en tout cas des solutions qui lui coûtent très cher à opérer pour répondre à cette obligation de service public. Et on vient apporter une solution qui répond de manière individuelle à un besoin de masse et qui coûterait moins cher à opérer que des solutions existantes. Pour le coup, on l'a chiffré très précisément. C'est le cas de Meyzieux, par exemple. Meyzieux, on apporte, donc Meyzieux, c'est cette zone ici qui serait maillée, qui aujourd'hui est maillée par un bus. Donc vous voyez, le circuit jaune, c'est le trajet d'un bus qui passe toutes les 27 minutes et qui du coup ne remplit pas la contrainte. Donc la plupart des gens viennent en voiture. On a testé la navette autonome ici sur la ZEC des Gaules, ça n'a pas été convaincant, l'offre a été arrêtée. Et pour autant, on continue de déployer ce bus qui n'est que très peu fréquenté. Et donc ici, vous avez une projection. Si on déploie Kiwi sur ce territoire à la place du bus, on a 4 fois plus d'usagers dans le tram. Donc c'est la fameuse économie d'échelle parce qu'on renvoie sur de la billettique tram. On fait gagner 40 minutes par jour aux usagers, ce qui est quand même pas négligeable en termes de qualité de service. Et surtout, on coûte 2 fois moins cher à opérer que l'existant, c'est-à-dire ce bus qui aujourd'hui tourne sur la zone. Donc là, on est sur. Donc il y a cette notion de société de projet et de partager la valeur créée, et il y a cette notion de générer une économie par rapport à une solution existante qui n'est pas satisfaisante, qui plus est. Voilà, et je dirais par rapport à l'offre actuelle, si vous voulez, vous avez peut-être remarqué, par exemple, que les opérateurs d'autocars, le week-end, pour vous amener en station de ski vers Muro-Alpin, vous montez dans un transport scolaire. Et il valorise son véhicule le week-end par un service additionnel. Kiwi, c'est pareil. Si vous desservez une zone industrielle, le week-end, vous pouvez tout à fait servir la zone d'exposition parce qu'il y a un événement. Et donc là, c'est de la valorisation de services, effectivement, que la collectivité peut faire pour des privés en raison de la flexibilité du système. Je veux dire, toujours pareil, une voiture en autopartage en boucle, elle est rivée à sa station, elle n'en bouge pas. Oui, vous en avez besoin 15 km plus loin pour un événement, vous les déplacez, vous générez du revenu. Et ça, c'est effectivement des services qui peuvent être et qui peuvent générer des revenus à la collectivité. Très, très intéressant, merci pour le développement, Valérie. Je vois qu'il y a encore 2 questions, donc je propose qu'on prenne ces 2 dernières, et puis après, ça fait presque plus d'1 heure qu'on est en live, donc voilà, je pense qu'on aura fait un peu le tour des questions et on aura abordé pas mal de sujets. Mais du coup, avant ça, une question d'Adam ou Adam, voilà, qui nous demande, enfin qui dit: «C'est vrai que les usagers de trottinettes ne les traitent pas comme les leurs, surtout quand il s'agit du parking, donc en fait de les garer». Et là, en plus de ça, du coup, Kiwi, il y a aussi l'aspect qu'il faut le garer en borne. Donc, est-ce que vous avez pensé à ces aspects-là pour, enfin voilà, dans le côté opérationnel de comment ça pourrait, bien ou mal Bah, se passer, une fois en Oui, service? alors d'un point de vue. Ouais, pardon, Valérie, je te laisse répondre. ouais, on va monitorer déjà les conduites, on va dire déraisonnables, c'est-à-dire que par les capteurs qu'on a dans le véhicule, on est capable de voir si on a quelqu'un qui se prend pour un champion ou qui saute sur les trottoirs. Ça, on va le monitorer. Mais on a par ailleurs des outils très simples qu'on a prévu d'intégrer. Par exemple, je flash l'intérieur du véhicule avant la prise en main et je le flash après. Si la personne a laissé son kebab sur le siège, eh ben on sait qui c'est et ça sera. Alors, on va pouvoir déclencher le nettoyage parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'opérateur qui fait la redistribution, il va aussi faire le nettoyage. Donc, on va pouvoir réagir très rapidement à des salissures parce qu'on a des gens dans le système. Et puis, on va pouvoir verbaliser ceux qui se comportent mal. Donc, le véhicule est beaucoup plus instrumenté qu'un véhicule conventionnel. Et par rapport au problème du parking, la location du véhicule ne se termine que quand on a détecté qu'il était correctement garé en station. Donc, le cas d'un abandon sur la voie publique générera une facturation importante à l'utilisateur. Oui, je vois Ils sont géolocalisés, en fait. On sait, Et en plus, ils sait sont voir où ils géolocalisés. oui, donc oui, vous n'avez pas de risque de les perdre dans la nature, quoi. Très bien. Eh beh, merci beaucoup pour, les réponses à ces questions. Je pense qu'on a fait le tour.
Donc avant qu'on clôture ce live, peut-être, Tiffaine, Valérie, Xavier, est-ce que vous avez quelque chose à partager aux WeSeeders, donc ceux qui nous écoutent en live, mais aussi ceux qui verront le replay, peut-être? Oui. Merci Thibaut. Donc déjà, merci à tous pour cette session, pour votre intérêt dans le projet. Déjà, ça veut dire que vous avez envie de faire bouger la mobilité, que vous avez envie d'avoir une autre approche, peut-être un peu plus servicielle, un peu plus partagée, un peu plus circulaire, un peu plus inclusive, peu importe la raison. En tout cas, elle est très bonne. Donc merci. Et puis là, j'ai envie de dire, on vend un peu notre projet, on vous explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et on s'est rendu compte que ce matin, à notre insu, d'autres personnes le faisaient pour nous. Donc, je vous invite à réécouter la 25e minute de l'émission de ce matin, de Télématin de ce matin, ce 19 novembre. Donc, sur France TV, c'est disponible en replay. Et à la 25e minute, vous avez les journalistes de France TV qui parlent de Kiwi sans qu'on leur ait demandé. Et qui, justement, nous identifient comme étant une solution qui permettra, entre autres, de décongestionner l'espace urbain. Donc, c'était plutôt la bonne nouvelle de la journée. Voilà, moi je voulais juste témoigner, et c'est un hasard des faits, que nous sommes aujourd'hui au Salon des maires, et je peux dire que le taux de support et d'enthousiasme des collectivités à qui on présente notre solution est proche de 100%. On a vraiment la sensation d'avoir en face de nous des décideurs qui disent oui, j'ai ce besoin, je ne sais pas le couvrir, le périurbain c'est le grand oublié de mes solutions de mobilité, et ce que vous faites m'intéresse. Et on est presque obligé de choisir. On a aujourd'hui, par exemple, on a convaincu des gens à proximité du Mont-Saint-Michel. Et on s'est dit, tiens, le Mont-Saint-Michel, ça serait une belle pub pour rayonner internationalement. Vous voyez, on a presque le choix pour commencer. Super, merci pour ça. Xavier, quelque chose, un petit mot à partager peut-être Bon, non, pas particulièrement. Mes collègues ont bien bien fait résumé. pour moi. Bon, oui, complètement. Donc, si vous reste des questions, donc que vous soyez là en live ou que vous regardiez en replay, l'équipe dirigeante y répond toujours très rapidement sur la fiche projet, directement sur la page de la collecte sur WeSeed. Donc, je vous invite à y faire un tour pour poser vos questions si vous en avez, et puis surtout pour pouvoir investir sur ce projet, donc qui, vous l'aurez compris, plus qu'un investissement purement financier, a aussi une vraie valeur à apporter d'un point de vue climat, mais aussi social et mobilité dans nos territoires. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous renseigner sur le sujet. Merci Tiffaine, merci Valérie, merci Xavier Merci à vous. pour votre présentation, et merci à tous les WeSeeders d'avoir été présents ce soir. Merci à tous. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.